Mon exposé va se structurer de la manière suivante. Donc, je vais brièvement vous présenter un peu les eaux au Grand-Duché de Luxembourg, nos zones de protection et puis les programmes de mesures qu'on met en place. Donc la particularité du Luxembourg est non seulement d'être petit, mais aussi d'être localisé en bordure de la ligne de partage des eaux qui vont d'un côté en direction du Rhin, puis l'autre côté en direction de la Meuse. Et ça fait en fait qu'on a des cours d'eau de petite étendue qui sont dès lors vulnérables à ce que ce soit des sécheresses ou des pressions de polluants, qu'ils soient agricoles ou urbains. En ce qui concerne les eaux souterraines, on a aussi une répartition assez hétérogène, avec au nord, donc vers les Ardennes, ce qu'on appelle le Sling au Luxembourg, une région schisteuse, donc relativement pauvre en eau souterraine, et puis vers le nord où on a des dépôts gréseux de calcaire qui renferment aussi des réserves d'eau souterraine. On a surtout des eaux souterraines qui sont situées dans des profondeurs entre 30 et 100 mètres, mais qui peuvent aller au niveau des nappes captives jusqu'à des profondeurs dépassant les 200 mètres. En ce qui concerne notre alimentation en eau potable, donc il y a la moitié de l'eau potable qui vient du lac de la Haute-Sûre, qui est situé en Ardennes, et puis les autres 50% qui viennent des eaux souterraines. On a, avec cette distribution d'eau potable de 120 000 mètres cubes par jour, les plus grands consommateurs sont les ménages, avec l'agriculture qui a un pourcentage assez faible pour l'instant de l'ordre de 9%. Mais les pratiques d'irrigation sont, comme dans d'autres régions, en train de monter, notamment avec la diversification des pratiques agricoles. Donc, le Luxembourg, jusqu'à présent, il est dominé par la production laitière. Donc, on produit du lait pour 1,2 million de personnes, alors qu'on a 600 000 habitants. Donc, on essaye aussi de diversifier ces productions agricoles, notamment en direction des cultures maraîchères, donc qui ont beaucoup plus besoin de l'eau de l'autre côté. La qualité de l'eau, on se range dans le rang de ce qui est dit en Wallonie ou en France. Donc, je vais me limiter aux masses d'eau souterraine. Donc, il y a la moitié de nos masses d'eau souterraine qui sont classées dans un mauvais état, que ce soit au niveau des nitrates, comme aussi suite aux nitrates, mais aussi des métabolites de pesticides, qu'ils soient pertinents ou non pertinents. Voilà, vous voyez le pourcentage de dépassement des captages en nitrate. Donc, c'est un seuil qui à mon avis, est encore beaucoup trop élevé. En ce qui concerne les pesticides, voilà, le tableau, j'espère qu'il n'est pas trop compliqué, mais pour le résumer, donc par an, on fait 6500 analyses d'eau au niveau du réseau. À ceci s'ajoutent des mesures au niveau des ressources. Voilà, puis au niveau des ressources, donc c'est les captages de sources ou les forages profonds. Vous voyez, on a un dépassement où les dépassements plus fréquents, vous le trouvez au niveau de certains métabolites, donc chlorothalonil, dichlorobenzamide, le méthazachlore, métolachlorisa, oxa. On pourrait dire que les pourcentages de dépassement sont assez bas, mais ils sont encore beaucoup trop élevés. Si on regarde en total la présence de métabolites dans les eaux, on arrive à un pourcentage de 75%, donc ce qui avec des concentrations beaucoup plus inférieures que je vous ai montré ici. Ce qui est important de noter, peut-être on peut entrer plus en profondeur lors des discussions, c'est cette différence entre métabolites pertinents et non pertinents. On a des seuils pour les non pertinents, des concentrations limites qui sont beaucoup plus élevées, mais qui restent inférieures à celles qui sont au même niveau pour le métolachlore, méthazachlore pour ce qui est en Wallonie. Mais par contre, on a introduit dans la nouvelle loi eau potable des valeurs indicatives. Donc, quand on a un certain seuil de 100 nanogrammes par litre, donc ce qui était présenté par Cédric, qui dépassait, d'office, la substance mère est interdite dans cette zone. Donc,
on a des mesures restrictives au niveau des zones de captage. Voilà ce tableau ici qui répond à cette question. Donc on a ces taux d'épuration effectivement qui peuvent dépasser jusqu'à 30 ans. On le voit ici à l'exemple d'un captage où on avait lorsqu'on a de la présence de métaux méthazachlore assez élevés dans des captages, on a fait des interdictions en 2015 et on voit que les concentrations sont encore en train d'augmenter, hein, ce qui à voir si c'est certains agriculteurs qui ne se tiennent pas à cette pratique, mais c'est surtout le cas lié à ces temps d'épuration ou temps de séjour très élevés dans les eaux souterraines. Vous voyez ici la ligne inférieure que j'avais mis en place, c'était jusqu'à il y a 3-4 ans, on n'avait pas fait la distinction entre métabolites pertinents et non pertinents au Luxembourg, donc on avait une valeur seuil de 100 nanogrammes par litre, ce qui nous a posé devant pas mal de problèmes de distribution en eau. Hein. Donc, niveau des traitements, hein, comme ça a été dit par Cédric, qui devrait être mis en place, et tout simplement, on a dû mettre aussi hors service des captages pour 70 000 personnes, hein, donc ce qui nous a posé aussi devant des problèmes d'alimentation ou d'approvisionnement. Les zones de protection. Les zones de protection, on a commencé à les mettre en place depuis 2013. Donc avant 2013, on n'avait pas de zone de protection au Luxembourg parce que, en fait, il n'y avait pas de volonté politique pour mettre en place les zones de protection. On avait une zone de protection assez restreinte au niveau du lac la Haute-Sûre que vous voyez en haut à gauche, mais c'est vraiment avec un changement politique qu'on a eu en 2013 qu'on a délimité les zones de protection. Donc à ce jour, il y a 93% des captages d'eau potable qui sont mis où il y a des zones de protection qui sont délimitées. Ça s'occupe 17% du territoire national, donc ce qui est assez conséquent. Et vous voyez aussi l'occupation du sol qui montre l'importance en fait des prairies et des terres agricoles. Il y a un nouveau outil qui est entré en vigueur l'année passée, donc c'est avec cette nouvelle directive d'eau potable qui était transmise en loi nationale ou en législation nationale par la nouvelle loi eau potable qui est entrée en vigueur fin 2022 et qui donne aussi qui préconise en fait que la qualité d'eau n'est non seulement définie par les analyses, mais aussi par des analyses à risque qui sont faites en amont, notamment au niveau des captages, donc dans ces zones d'alimentation, avec une distribution de responsabilité aussi bien au niveau des fournisseurs d'eau qu'au niveau de l'administration de la gestion de l'eau qui en fait a un rôle de contrôle des fournisseurs d'eau qui sont, j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, aussi des fournisseurs publics. Hein. Donc on a exclusivement des communes ou des syndicats de communes qui sont responsables de la gestion de l'eau. On a ancré ça dans notre loi eau de 2008. Donc ça ne risque pas de changer non plus. Les zones de protection eau potable pour les zones souterraines, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est un peu une approche qui va dans ce sens que Nicolas a défini, donc la zone 3 qui occupe l'ensemble du bassin d'alimentation et après des zones 2 avec temps de séjour de 50 jours et des zones, ce qu'on appelle V1, c'est vraiment quand on se trouve dans des zones fissurées où il y a des temps de transfert très rapides. Voilà, bien entendu aussi autour du captage, les zones 1. Il est à mentionner peut-être, ce que j'ai vécu par mon expérience européenne, que dans beaucoup de pays, il y a des approches différentes. Donc on est loin d'avoir une approche homogène de délimitation de zones de protection suivant les pays. Donc ce qui nous pose aussi devant des challenges souvent quand on est obligé à comparer l'état des eaux en fait. Comment sont gérées ces zones de protection? On a d'un côté le volet obligatoire, donc les règlements Grandicot, on impose des mesures, mais on a aussi élaboré un peu, à l'exemple de la Wallonie ou de la France, des mesures, des programmes de mesures qui se basent sur des mesures volontaires, donc qui sont aussi, on a des contributions financières de la part de l'État et des fournisseurs d'eau potable. Je vous ai fait un listing un peu de ces mesures. Hein, donc,
notamment les mesures obligatoires. On a des interdictions d'utilisation de produits phyto, donc avec ces noms malheureusement déjà bien connus au niveau des spécialistes, des produits qui sont interdits. Le chlorothalonil est d'ailleurs aussi interdit. On a dans une dizaine de règlements Grandicot, on a des dégradations avérées de la qualité d'eau, on a des interdictions totales d'utilisation de pesticides dans un rayon de 200 à 250 mètres autour des captages, avec des possibilités de dérogation dans des cas exceptionnels. Voilà, ce sont des restrictions au niveau de tout ce qui est stockage et maintenance de ces produits phyto. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, si on a cette valeur indicative pour les métabolites non impertinents de 0,1, d'office, cette substance mère qui est interdite. L'autre côté, on a ces mesures volontaires. Donc, on a mis en place depuis assez récemment avec le désherbage mécanique. Il y a des projets pilotes pour mettre en place des cultures extensives, Miscanthus, le chanvre, la sylphie. Et ce qui est très important, je pense, c'est plutôt aussi, je vais y revenir plus tard, c'est coopération agricole entre agriculteurs et fournisseurs d'eau. Donc, mise en place ces réseaux, ces échanges pour justement essayer, entre autres, mieux comprendre les uns et l'autre et être ouvert à des discussions. Donc, vous voyez un peu les surfaces. Donc, les résultats pour l'instant sont assez mitigés. Bon, ce qui me donne espoir, c'est qu'on a seulement commencé depuis 2018, donc on est dans une période de temps encore assez récente, et que pour mettre en place cette culture de protection de l'eau, ça prend quand même des années. Voilà encore quelques exemples de photos. À nouveau, ces campagnes de sensibilisation qui sont très très importantes pour mettre en place un niveau de compréhension assez élevé entre les différents acteurs. Je vous ai aussi fait un listing des différents avantages de ces mesures volontaires. Donc on peut avoir ces mesures qui sont beaucoup plus ciblées, flexibles, on peut prioriser les mesures suivant le type de captage. Il y a ces coopérations qui sont notamment liées à un échange de données de chaque part qui peuvent avoir un avantage. Il faut de la communication, il faut une transparence de données, donc il faut la confiance en fait, qui est aussi liée à un attrait financier. Les désavantages, c'est cette mentalité, un changement de comportement. Hein, donc cette notion de zone de protection, elle est très récente, notamment pour les agriculteurs. Donc il faut du temps, il faut un changement de réflexion, un attrait financier qui malheureusement souvent lié à des charges administratives qui sont démotivantes pour les agriculteurs. Et malheureusement, encore à ce stade-là, les mesures volontaires sont encore souvent couplées à des mesures obligatoires, parce que justement, on est dans cet esprit de changement de mentalité. Fixer des objectifs, c'est très important dans ces niveaux de ces mesures volontaires, hein, donc des objectifs qui sont, comme Nicolas a mentionné, fixés en partenariat avec les agriculteurs. Comme on a des temps d'autoréparation assez prolongés, donc on est en train de mettre en place un système d'indicateurs qui mettent en évidence les changements, aussi bien au niveau de la qualité de l'eau, que ce soit dans des points d'observation au niveau des sols, mais aussi au niveau des intrants et des mesures qui sont appliquées, ainsi qu'au niveau de l'occupation du sol. Voilà, à titre d'exemple, je ne sais pas si vous savez le lire, parce que c'est assez petit, c'est écrit en allemand, mais par exemple, ici, vous voyez l'évolution des pratiques, des mesures environnementales, de réduction d'azote qui sont mis en place. Donc, ce système d'indicateurs qui est aussi un outil de communication, parce que, indépendamment des mesures que vous allez mettre en place, l'agriculteur, il veut, ce que je sais par mon expérience, aussi savoir ce qui se passe. Ce qui se passe au niveau des captages, la qualité de captage, mais aussi au niveau du sol, parce qu'il travaille sur le terrain. Il a cette sensibilité de savoir ce qui se passe. Et avec ça, on arrive à obtenir lentement des changements de mentalité. Voilà, ces coopérations agricoles, en fait, qu'on a mis en place, parce que jusqu'à 2018, ça n'existait pas,
qui implique d'un côté les fournisseurs d'eau. Et souvent, ce qui pour nous est important, les fournisseurs d'eau sont des communes, donc ils sont à des ressources humaines assez limitées. Donc pour travailler seuls, ils arrivent souvent à leur limite de capacité. Donc c'est pour ça qu'on a mis en réseau les fournisseurs d'eau dans des régions. On a défini des régions. Et on a mis aussi en place des lignes directrices qui sont mises en place par l'administration de la gestion de l'eau en ce qui concerne les types de financement, les mesures à financer. Voilà, mettre en réseau les régions. Et on a des gestionnaires de projets, ce qu'on appelle des animateurs de captage qui donnent la dynamique à ces réseaux. Voilà un exemple d'une région, en Mullertal, c'est une région qui régit en eau souterraine, donc elle est autonome dans ce sens-là qu'elle n'est pas liée à un syndicat d'eau potable, où il y a un comité d'accompagnement qui se rencontre 2 fois par an. Donc on a une réunion demain matin, il y a 80% des surfaces agricoles qui sont en coopération. On fait des échanges, on se dit ce qui va, ce qui ne va pas. On fait des visites avec les agriculteurs, des visites de captage aussi pour qu'ils voient toute l'implication qu'il y a au niveau des distributeurs d'eau potable. En ce qui concerne les financements, on a d'un côté un fonds pour la gestion de l'eau qui est géré par notre ministère, par le ministère de l'Environnement, qui est notamment doté par une taxe de prélèvement, qui est payée par les fournisseurs d'eau potable, mais aussi par les privés. Et avec ces fonds, on soutient jusqu'à 75% tous ces coûts qui sont liés à la mise en place de programmes de mesure, donc ces animateurs qui sont financés, mais aussi certains projets pilotes. Et puis actuellement, au niveau Grand-Ducal, on investit 2 millions d'euros par an, et on a des prévisions à monter jusqu'à 4 millions d'euros par an. Donc ce qui, pour le contexte luxembourgeois, n'est pas anodin. Voilà, il y a encore un autre fonds qui est financé par tout ce qui est la loi agraire, donc avec toutes ces mesures agro-environnementales qui contiennent aussi les primes d'entretien de village, de paysage, mais aussi l'agriculture biologique. Donc au Luxembourg, on a actuellement 9% d'agriculture surface qui sont en agriculture biologique. On avait prévu d'obtenir 25% jusqu'en 2025, donc je pense que ce but était assez optimiste. Voilà, puis il y a encore des régimes d'aide aux parcelles agricoles suivant dans les zones dans lesquelles elles se trouvent. Voilà, j'arrive à terme. Voilà, ça c'est une campagne d'eau potable, de sensibilisation à boire de l'eau du robinet. Donc c'est la Mélusina, c'est une figure, une nymphe en fait qui a apparemment habité dans l'ancien château de la ville de Luxembourg, donc avec laquelle on essaye de sensibiliser notre population sur l'importance de l'eau du robinet. Voilà, merci.